vous puissiez vous faire une idée de l'ampleur du phénomène, tout d'abord. Et ensuite, je vais essayer d'enlever le... Voilà, désolée. Et aussi que vous sachiez un peu quels sont les parcours des jeunes concernés après qu'ils soient sortis du système éducatif. Donc, je voudrais d'abord revenir sur le terme même de décrochage scolaire et sur la définition qu'en donne le ministère de l'Éducation nationale sur son site Internet. Donc, le décrochage, c'est un processus qui conduit chaque année des jeunes à quitter le système de formation initiale sans avoir obtenu de qualification équivalente au baccalauréat ou alors un diplôme à finalité professionnelle de type certificat d'aptitude professionnelle, donc le CAP. Cette définition nous renvoie à l'idée de sortie du système éducatif sans diplôme ou plus précisément sans diplôme supérieur au brevet des collèges. Et l'action publique s'intéresse à la question parce que les jeunes qui quittent l'école sans diplôme vont rencontrer des difficultés persistantes, notamment sur le marché de l'emploi. Donc, pour illustrer cela, je vais commencer par évoquer le profil et le parcours des non-diplômés en France à partir de l'enquête Génération 2013 du CEREC. Et ensuite, nous parlerons plus spécifiquement des sortants précoces des quartiers de la politique de la ville de la région à partir de l'étude de l'INSEE. Donc, l'étude de l'INSEE, elle a été réalisée grâce au recensement de la population. Donc, le Centre d'études et de recherche sur les qualifications, c'est un organisme public national qui étudie les relations entre la formation et l'emploi. Et à ce titre, le CEREC réalise régulièrement des enquêtes auprès des jeunes qui quittent pour la première fois le système éducatif une année donnée. Ainsi, en 2016, le CEREC a interrogé un échantillon représentatif de l'ensemble des personnes qui ont terminé leurs études en France en 2013. Il s'agit de la génération 2013. Donc, à la sortie du système éducatif, 14% de cette génération ne possédait aucun diplôme ou uniquement le brevet des collèges. L'enquête montre que l'origine socioculturelle et le niveau de diplôme sont très liés. Lorsqu'ils quittent l'école, 18% des jeunes dont les deux parents sont ouvriers ne possèdent pas de diplôme, alors que c'est le cas de seulement 2% des enfants de cadres. Les jeunes dont les deux parents sont nés hors d'Europe sont également plus nombreux à ne pas avoir de diplôme que ceux dont les deux parents sont nés en France. Et enfin, pour les jeunes qui résident dans un quartier prioritaire, eh bien, ces jeunes-là sont tout particulièrement concernés par l'absence de diplôme puisque 26% d'entre eux ne possèdent aucun diplôme lorsqu'ils quittent l'école. Ensuite, on regarde ce qui se passe durant les 3 premières années de vie active de la génération 2013 et on va se rendre compte que les trajectoires d'entrée dans la vie active des non-diplômés sont extrêmement laborieuses. Seuls 21% d'entre eux accèdent durablement à l'emploi, c'est-à-dire que pendant leurs 3 premières années de vie active, ils vont passer la majorité de leur temps en emploi. C'est le cas de 52% des diplômés de l'enseignement secondaire, donc tous les jeunes qui ont obtenu un CAP, un BEP ou un diplôme de niveau baccalauréat, et 57% de l'ensemble de la génération est dans une trajectoire d'accès durable à l'emploi. Donc, en contrepartie, les non-diplômés vont connaître beaucoup plus souvent que les autres des trajectoires de chômage durable. Si on se place 3 ans après leur sortie du système éducatif, donc en 2016, on va voir que les difficultés sont encore bien présentes puisque seuls 40% des non-diplômés sont en emploi pour 70% de l'ensemble de la génération. Et enfin, lorsqu'ils sont en emploi en 2016, les non-diplômés vont bénéficier de conditions d'emploi moins favorables que les autres. Par exemple, ils vont être plus souvent en emploi à durée limitée, plus souvent à temps partiel, et leur niveau de rémunération va être plus faible, et notamment plus faible que ceux des diplômés de l'enseignement secondaire. Donc, on va maintenant s'intéresser à la situation régionale avec le recensement de la population
et notamment l'étude de l'INSEE. Alors, pourquoi le recensement de la population? Parce qu'il fournit des informations à un niveau géographique fin, ce que ne permet pas l'enquête génération dont ce n'est pas l'objectif premier. Et en particulier, le recensement il va nous permettre de localiser très précisément les sortants précoces du système éducatif. Alors, les sortants précoces, c'est les jeunes qui ont entre 18 et 24 ans, qui ne sont pas scolarisés et ne possèdent pas de diplôme. Donc, pour cette étude, on a choisi de focaliser l'analyse sur les grands pôles urbains dans lesquels la majorité des jeunes résident. Donc, sur l'écran, vous voyez des cartes issues de notre publication qui mobilisent les données du recensement millésimé 2014. Ces cartes concernent les 5 communes les plus peuplées de la région. Donc, à gauche, vous pouvez voir Marseille et à droite, Nice, Toulon, Aix-en-Provence et Avignon. Dans les territoires qui sont coloriés en marron, le taux de sortants précoces est supérieur à la moyenne des grands pôles urbains de la région qui constituent pour l'étude donc notre référence. Et dans les territoires coloriés en bleu, c'est l'inverse. On est en situation de sous-représentation des sortants précoces. Donc, plus la couleur est foncée sur un territoire, plus le phénomène est intense. Et on constate tout d'abord des situations extrêmement hétérogènes d'une commune à l'autre. Vous pouvez voir qu'à Aix-en-Provence, c'est la couleur bleue qui prédomine, alors qu'à Toulon, c'est plutôt le marron. Donc, on en déduit que la problématique des sorties précoces dans ces communes-là est différente et qu'elle est moins prégnante à Aix qu'à Toulon. Ensuite, en noir, on a représenté les contours des quartiers prioritaires. Et dans chaque ville, on va constater de manière extrêmement homogène que ces contours coïncident avec des taches marron, donc clair ou foncé, ce qui témoigne d'une surreprésentation marquée des sortants précoces dans les quartiers de la politique de la ville. Et de fait, l'écart entre les QPV et l'ensemble des grands pôles urbains est très important. Dans les grands pôles urbains de Provence-Alpes-Côte d'Azur, 12% des 18-24 ans sont des sortants précoces, alors que dans les QPV de la région, 23% de cette tranche d'âge est concernée. Le phénomène est particulièrement localisé à l'intérieur des QPV puisque dans leur environnement géographique, même très proche, il est beaucoup moins marqué. Ainsi, 14% des jeunes de 18 à 24 ans qui habitent en dehors d'un QPV, mais à moins de 100 mètres, sont des sortants précoces. Donc, un chiffre bien différent et légèrement plus élevé que dans les territoires qui sont situés à plus de 300 mètres d'un QPV. Donc, on peut regarder aussi ce qui se passe à l'intérieur des grandes communes en distinguant la situation dans les QPV et en dehors. Donc, on voit que dans les QPV, le taux de sortant précoce communal est toujours supérieur à 19%. Donc, il est de 19,4 à Marseille et il s'élève même à 26,5% à Avignon. En dehors des QPV, dans chacune des communes, le taux de sortant précoce est beaucoup moins élevé, mais on constate qu'il est quand même plus de 2 fois plus important à Toulon qu'à Aix-en-Provence. Donc, on vient de voir d'une part, grâce à l'enquête génération, que les non-diplômés ont des difficultés sur le marché de l'emploi et d'autre part, que les jeunes habitants des QPV sont soumis à un risque plus élevé de sortie précoce que les autres jeunes. Donc, on constate également qu'après avoir quitté l'école, les sortants précoces des QPV qui sont représentés en turquoise ont des difficultés encore plus prononcées que les autres sortants précoces qui ici sont représentés en jaune pour s'insérer sur le marché de l'emploi. Et moins d'un quart des sortants précoces des QPV occupent un emploi, alors que c'est le cas de 37% des sortants précoces en dehors des QPV. Donc, la situation la plus fréquente pour les sortants précoces des QPV, c'est celle de la recherche d'emploi. Et ils sont également très nombreux à s'être retirés du marché de l'emploi. Donc, en situation d'inactivité, on en a 32%. Alors, cette inactivité, elle va correspondre à des personnes qui se déclarent hommes ou femmes au foyer,
une toute petite minorité en formation et puis les autres situations où les personnes ne sont ni en emploi ni en recherche d'emploi. Pour terminer, la situation des sortants précoces des QPV va être bien différente pour les jeunes hommes et les jeunes femmes. Ainsi, les sortantes précoces dans les QPV sont encore moins souvent en emploi que leurs homologues masculins. Seuls 20% d'entre elles occupent un emploi contre 26% pour les garçons. Et elles sont aussi moins souvent en situation de recherche d'emploi. En définitive, elles ont été très nombreuses à se retirer extrêmement tôt du marché du travail. Et en particulier, 22% de ces jeunes femmes se déclarent au foyer et ces dernières ont donc fondé leur foyer très tôt. Et puis, par ailleurs, elles sont très souvent déjà mères de famille. Donc, les résultats de l'étude, comme vous l'avez sans doute noté, sont un peu datés, puisque l'étude elle a été réalisée sur le millésime du recensement 2014. Actuellement, on dispose des données du millésime 2018. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas de données plus récentes et qu'on ne peut pas du coup interpréter les éléments au regard de la crise de Covid, mais il y a quand même des évolutions assez notables entre 2014 et 2018. Donc, ce qu'on constate, et ça c'est un constat qui dépasse les QPV et puis qui est national, c'est que le taux de sortants précoces a diminué. Ce qui est encourageant, c'est que la diminution a été plus forte dans la région, dans les QPV qu'ailleurs. Au niveau des situations d'emploi des sortants précoces, le taux d'emploi était inchangé. Donc, que ce soit dans les QPV ou pour les sortants précoces des autres territoires. Et le dernier constat, c'est que le taux d'inactivité progresse fortement. Donc, il progresse moins dans les quartiers hors QPV de 2 points, mais il progresse de 6 points à l'intérieur des QPV, ce qui fait passer le taux d'inactivité des sortants précoces de 32% à 38%. Donc, pour conclure, je dirais que, si on doit retenir quelques enseignements peut-être de nos travaux, c'est que le taux de sortants précoces est presque 2 fois plus élevé dans les QPV que dans l'ensemble des grands pôles urbains de la région, que d'un QPV à l'autre, finalement, on observe des taux de sortants précoces comparables, indépendamment de l'environnement urbain du QPV, que les taux d'emploi sont faibles pour les sortants précoces, mais encore plus faibles pour les sortants précoces des QPV, que les sortantes précoces des QPV vont se retirer rapidement et dans de nombreux cas du marché du travail, et qu'entre 2014 et 2018, on a constaté à la fois un recul du taux de sortants précoces, mais dans le même temps, une progression de l'inactivité de ces derniers. Donc, je vous remercie de votre attention et vous pouvez retrouver les résultats de l'étude sur notre site Internet, ainsi qu'un article qu'on avait réalisé pour le rapport annuel de l'ONPV 2018 sur la même thématique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pascal, pour ces éléments de retour de cette publication qui apparaissent donc très, très clairement, hein. Je viens de partager sur le chat à nouveau le lien vers la publication pour ceux et celles qui voudraient pouvoir aller un peu plus loin et regarder un peu plus en profondeur ce qui a pu être réalisé par l'INSEE. Il n'y a pas de questions sur le chat à présent. Je vous propose de poursuivre l'échange, notamment Pascal Morganti. Vous êtes référente obligation de formation à la mission locale Marseille. Comment les résultats qui ont été présentés par Pascal Roux à l'instant, comment ils résonnent avec ce que vous observez localement? Y a-t-il des choses qui vous surprennent? Y a-t-il des résultats qui vous interpellent? Tout cela vous paraît bien connu? À l'inverse, voilà, comment cela résonne avec le point d'observation local qu'est la mission locale de Marseille?
Alors oui, ça résonne, ça fait écho, tout à fait. On fait le même constat, les jeunes qui sortent du système scolaire sans qualification, sans diplôme, c'est beaucoup plus compliqué de l'accès à l'emploi, hein, parce qu'éloignés de l'emploi. Donc oui, même constat et même constat pour les QPV et les hors QPV. Donc ça fait tout à fait écho. Bien, y a-t-il Voilà. y a-t-il quelque chose qui vous interpelle parmi ces résultats? Alors moi, j'étais curieux, par exemple, sur la situation des sortants précoces en QPV selon le sexe. Donc, on observe qu'il y a des écarts entre femmes et hommes. Moi, je m'interrogeais si ces écarts sont les mêmes ou comparables hors QPV, puisque c'est ce que l'UNIT avait semblé dire sur les chiffres globaux. Donc, vous observez des différences flagrantes comme ça entre sexes? Alors pour Marseille, sur le décrochage, sur les décrocheurs, hein, que ce soit mineurs ou majeurs, hein, pour le coup, ça part de 16 ans. Plus de jeunes hommes décrocheurs que de jeunes filles. Mhm. Ok. Bon, C'est ce là, on qu'on est. observe notamment sur le 2020-2021. Mhm. Pascal Roux, d'ailleurs, sur ce point, ça confirme bien aussi ce que vous Oui, oui, observez. c'est un phénomène qui est assez classique et qui est confirmé aussi par les enquêtes génération, donc qui dépassent les territoires des QPV. Les garçons sortent plus souvent du système éducatif sans diplôme que les filles. Bien. Pascal Morganti, dites-nous un peu plus et avec plus de détails ce que vous faites à la mission locale de Marseille, comment vous abordez la lutte contre le décrochage, que ce soit par le biais d'actions de prévention ou de réparation. Quelle est votre approche? Comment fonctionne la mission locale à Marseille? Alors, je vais vous partager un PowerPoint. Ça fonctionne? Oui, tout à fait. N'hésitez Alors, pas à je vais. lancer le diaporama, comme ça votre Alors, diapo ah, occupera l'ensemble de l'écran. alors là, c'est Donc vous pouvez pareil. cliquer sur diaporama, en haut, au milieu. Non, alors là, je ne vois pas. Vous Vous- avez un menu avec accueil, insertion, dessin, Oui, oui, conception, oui. et au milieu vous avez diaporama. Vous pouvez Alors, lancer le diaporama. euh, ouais, sauf que j'ai des choses dessus, j'arrive pas à y Ah, accéder. Ça vous dérange si je laisse comme ça? C'est quand même lisible ou pas? oui, c'est lisible. Bon, Sinon, vous pouvez cliquer en bas à droite, tout en bas à droite oui. de votre écran. Il y a un petit logo, voilà, c'est celui-là. Ça n'a pas l'air de. Non, Non, ok. ça Bon. fonctionne pas. Et alors, si vous vous décalez un petit peu à gauche, il y a une petite Alors, barre. Donc, toujours en bas à droite. Voilà, il y a un petit icône avec un grand écran. Donc, ici? continuez à gauche, Alors là, encore à gauche, oui, là. un peu à droite. Bon, c'est le quatrième icône. C'est C'est le quatrième celui-ci? icône. Voilà, exactement. Ah ben voilà. Super, merci. Donc, Allez-y, Pascal. j'y vais. Pascal Morganti, je suis conseillère à la mission locale de Marseille et je suis également référente coordo sur l'obligation de formation des 16-18 et j'y reviendrai un petit peu plus tard sur cette obligation de formation. Mon intervention va se dérouler en 2 temps. D'abord, je vais vous présenter rapidement la mission locale de Marseille et puis dans un deuxième temps, sur le sujet qui nous anime, le décrochage scolaire. Que fait la mission locale de Marseille autour du décrochage et comment la mission locale de Marseille travaille avec ce public, comment elle accompagne les jeunes décrocheurs. Alors, en ce qui concerne la présentation de la mission locale de Marseille, donc cette année, la mission locale de Marseille fête ses 40 ans. Elle a donc pour mission de rendre autonome et bien évidemment placer en emploi les jeunes de 16 à 25 ans. 25, alors 26 moins un jour, hein, pour être plus exact. Elle est actrice donc, du développement local. Elle contribue à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques de l'emploi.
Elle est également membre du service public de l'emploi, du SPE, et du SPRO, service public régional de l'orientation. Elle propose donc dans ce cadre un accompagnement global pour apporter de vraies réponses aux jeunes dans leur insertion socio-professionnelle. Donc la mission locale de Marseille est dotée d'une offre de services élaborée en direction donc, des entreprises, expertise sectorielle. C'est un véritable outil de placement au service des recruteurs. Donc, elle optimise également de nombreux dispositifs des politiques publiques de l'emploi, le contrat d'engagement jeune, qui est mis en place depuis peu de temps, le PACEA, parcours d'accompagnement contractualisé vers l'emploi et l'autonomie, tout ce qui est emploi aidé, PEC et CIE, parrainage et d'autres programmes donc à destination des jeunes. Et elle anime le déploiement sur son territoire grâce à une ingénierie dédiée. C'est 436 missions locales en France qui sont regroupées donc, au sein de l'Union nationale des missions locales qui représente le réseau. En 2021, la mission locale de Marseille a accompagné plus de 20 800 jeunes, donc en moyenne 8 entretiens par an et par jeune, dont plus de 6 700 nouvellement inscrits. C'est 45% des jeunes qui résident en QPV, 51% qui n'ont pas de diplôme, 1050 sont des mineurs et la demande principale de ces jeunes, c'est l'emploi et les aides financières. OK, donc on va passer à la deuxième partie qui est autour du décrochage, hein. Donc que fait la mission locale? Comment elle travaille avec les publics des décrocheurs et comment elle accompagne ces jeunes décrocheurs? Donc, je vais surtout vous faire un retour d'expérience en tant que technicienne de terrain. Alors, je vais commencer par vous expliquer comment on identifie ces décrocheurs et quelles sont les sources. Donc déjà, tout jeunes, déscolarisés, décrocheurs, peuvent se présenter spontanément à la mission locale. Ils seront reçus, inscrits, accompagnés par un conseiller de son antenne de rattachement, mais ils peuvent également être orientés par un partenaire, comme par exemple un éducateur de rue, donc ADAP, PJJ, ASE. Mais pas que. Les décrocheurs peuvent être identifiés par les PSAD. Peut-être que ça parle à certains. La PSAD, c'est plateforme de suivi et d'appui aux décrocheurs. Donc, cette PSAD, elle est copilotée par les missions locales et les CIO, présence de l'inspection académique, des MLDS, mission de lutte contre le décrochage scolaire, et de la préfecture pour l'égalité des chances. On peut faire également intervenir lors de ces PSAD des partenaires qui pourraient apporter des solutions supplémentaires et où on pourrait échanger sur les jeunes injoignables, ces jeunes qu'on contacte et qu'on n'arrive pas à avoir par téléphone, par mail. Donc, ces partenaires, ça peut être l'ADAP, le DEC, la PJJ, l'AFPA et le conseil départemental. Donc, nous allons travailler sur des grosses listes qui sont issues des systèmes informatiques de l'éducation nationale. On va vérifier ces listes, on va contacter les jeunes, on va leur proposer des rendez-vous et on va les suivre. L'objectif, c'est identifier, remobiliser et accompagner le public des décrocheurs. Donc, pour vous donner quelques chiffres, sur 2020-2021, puisque c'est par année scolaire sur les PSAD, on était sur Marseille à 3 654 décrocheurs. 2 194 étaient des mineurs et 1 460 des majeurs. Et sur ces 3 654, 1 790 étaient déjà connus de la mission locale. Donc, vous me dites si je vais trop vite. Ce qu'on remarque, c'est que les mineurs décrocheurs, ces dernières années, sont de plus en plus représentés sur ces campagnes de décrochage. Et c'est ce qui me permet de rebondir sur l'obligation de formation des 16-18 ans qui fait partie intégralement de la lutte contre le décrochage scolaire. Donc, l'obligation de formation, elle a été mise en place depuis septembre 2020. Et en quoi donc elle consiste? Eh bien, l'État dit que tout jeune mineur, 16 ans, veille 18 ans,
sortis du système scolaire, alors qu'ils soient diplômés ou non pour les mineurs, ne peuvent plus rester chez eux sans rien faire. Ils doivent respecter cette obligation de formation. Pour respecter l'obligation de formation, il faut que le jeune mineur soit en solution ou situation, ça veut dire l'alternance, l'emploi, la formation, le service civique, la scolarité, et ou un accompagnement mission locale, donc type PACEA ou SEJ, SEJ, contrat d'engagement jeune. Et l'État a confié aux missions locales le suivi de ces jeunes mineurs décrocheurs et le contrôle du respect de l'obligation de formation. La mission locale de Marseille a mis en place, pour l'ODF, une équipe dédiée de conseillers et une assistante de gestion qui, couvre tout le territoire, marseillais. Donc voilà pour l'obligation de formation. Donc là, je vous ai énoncé un petit peu toutes les sources qui vont nous permettre d'identifier, les décrocheurs scolaires. Alors, on va passer maintenant aux causes, du décrochage. Qu'est-ce qu'il ressort? Qu'est-ce qu'il ressort des entretiens avec les jeunes? Qu'est-ce qu'ils évoquent, par rapport au pourquoi ils ont, décroché, du système scolaire? Alors on peut noter, les phobies scolaires. De plus en plus, les jeunes évoquent, des phobies scolaires. Ils évoquent, souvent des orientations subies. Ils ont fait des vœux, les vœux n'ont pas été acceptés, ils se retrouvent dans un cursus qu'ils n'ont pas choisi, qui ne correspondent pas à leurs attentes et ils abandonnent. Ils évoquent également l'environnement familial, qui n'est pas toujours évident, et l'environnement social, les influences extérieures, les copains, et cetera. Ils évoquent aussi un apprentissage pas toujours, adapté. Parfois, on reçoit des jeunes en situation de handicap et qui sont, dans des, cursus qui ne sont pas forcément adaptés, à leur profil. Ils évoquent également, la mobilité, c'est-à-dire, je suis dans un établissement trop éloigné de mon lieu d'habitation et j'abandonne. Et enfin, bien évidemment, le contexte social, avec le confinement, ça n'a pas aidé, à rester à l'école. Donc ça, c'est pour tout ce qui est cause du décrochage. Alors, qu'est-ce qu'on constate lors de nos entretiens? Quelles sont les demandes des jeunes? C'est l'alternance, l'apprentissage, surtout pour les mineurs. C'est également parce que là, ils peuvent avoir aussi bien de la formation que, la partie, travail employeur. Ils demandent aussi beaucoup l'emploi. Ce qu'ils nous disent, c'est, «Moi, je veux travailler et je veux gagner de l'argent». Bon, il faut leur expliquer que c'est pas comme ça que ça se passe, mais c'est une forte demande sur nos entretiens. Alors, à la marge, on peut avoir, des demandes de retour à la scolarité. Alors c'est très peu et c'est surtout, je veux dire une demande des parents où ça rassure le parent que son enfant puisse retourner à la scolarité. Ça va être également des demandes de formation qualifiante pour valider un diplôme et beaucoup de jeunes qui se présentent, en mission locale, décrocheurs, ont besoin d'un travail de travailler leur projet professionnel parce que, parce qu'ils ne savent pas du tout quoi faire, en fait. Ils sont complètement paumés sur leur orientation, voilà. Donc ça, c'est au niveau des demandes. Qu'est-ce qu'on constate, nous, conseillers, au niveau des freins? Alors la mobilité, bien évidemment, hein, qui revient, souvent. On constate aussi que les jeunes, refusent le collectif. Alors peut-être dû effectivement aux phobies scolaires ou parfois on entend aussi le harcèlement scolaire, hein, de plus en plus. Les freins également, ça va être au niveau administratif. Par exemple, une pièce d'identité, périmée, un rendez-vous à la mairie, à 3 mois, comment je vais ouvrir un compte bancaire, le recensement qui doit être fait. Tout ça, c'est pas très connu de la part des jeunes et ils ont besoin d'une explication. Évidemment, ils ne veulent plus, pour ces décrocheurs et surtout pour les mineurs, hein, ils ne veulent plus entendre parler d'un schéma, salle de cours, stylo, bureau et cetera. On constate, un gros manque de confiance en eux, hein, parce qu'échec, scolaire et donc du coup, plus de confiance et une méconnaissance des structures d'accompagnement, hein, des parents et des jeunes. Donc ça permet, d'identifier, quand on identifie ces jeunes décrocheurs, de pouvoir leur expliquer
qu'ils ne sont pas seuls et que des structures peuvent les accompagner. Alors, ce qui est très important avec les décrocheurs, c'est établir le lien conseiller jeune. Surtout, il faut être à l'écoute parce que bien souvent, on constate que le jeune n'a pas toujours été écouté dans ses souhaits, dans ses orientations. Donc nous, on va vraiment écouter le jeune et partir de sa demande pour après construire le parcours. Il faut faire preuve de patience, évidemment, puisque il faut souvent réexpliquer, reformuler, que les choses ne se font pas tout de suite, puisque les jeunes sont souvent dans l'immédiateté. Donc ça, il faut leur expliquer. Il faut valoriser leurs compétences également. On constate, par exemple, quand on fait un CV avec un jeune, eh bien, il nous dit: «Ah mais moi, bon, les décrocheurs scolaires, bien évidemment, je ne sais rien faire. J'ai pas d'expérience, je ne sais rien faire». Et là, on va leur expliquer que oui, il sait faire des choses et on va mettre en avant ses compétences. Alors, il faut également établir un lien de confiance parce que souvent, il y a eu rupture avec le système scolaire, avec les personnes des établissements. Donc là, il faut également donc, bien établir ce lien de confiance, susciter la motivation, parce que quand ils arrivent, ils ne sont pas forcément motivés. Donc là, il va falloir faire aussi un travail. Et surtout, adapter une méthodologie en fonction du profil du jeune et de son vécu. Il faut prendre également le vécu en compte. Et être disponible, réactif et surtout s'adapter. C'est primordial. Alors, quels moyens on met en place, quels outils pour ces jeunes décrocheurs? C'est un accompagnement personnalisé et individualisé. On s'occupe du jeune et on fait en fonction de sa demande. C'est le référent unique, c'est-à-dire que le jeune, à chaque fois qu'il viendra en mission locale, le jeune décrocheur aura son conseiller et il verra toujours le même conseiller. Et ça permet, pour le coup, de sécuriser son parcours. Alors, bien évidemment, on va utiliser toute l'offre de services de la mission locale, qui est très vaste, le travail du projet professionnel, l'accès à la formation, à l'alternance, à l'emploi, mais aussi traiter les freins périphériques s'il y en a. Donc, l'accès à la santé, l'accès au droit, l'accès au logement, donc une offre de services très, très vaste. On développe et on renforce le partenariat pour évidemment trouver d'autres solutions et on met en place des projets innovants pour accompagner les jeunes décrocheurs. Alors notamment, si je fais un focus sur les mineurs, avec l'obligation de formation, nous avons mis en place un journal fait par les jeunes et à destination des jeunes, ce qui permet de les remobiliser, de les revaloriser et de leur redonner confiance en eux. Alors l'objectif de tout ce travail, de tout cet accompagnement, c'est évidemment d'acquérir les savoir-être, les savoir-faire. C'est bien évidemment accéder à l'emploi et à l'autonomie. Et c'est vraiment apporter une réponse aux jeunes. C'est-à-dire que le jeune décrocheur qui se présente à la mission locale de Marseille ressortira avec une réponse et on établira un plan d'action pour qu'il puisse arriver à ses objectifs. Donc, je vous ai fait un petit schéma rapidement sur le suivi et le parcours d'un entretien, comme ça met vraiment un exemple. Donc, quand le jeune décrocheur arrive, on l'a identifié, on l'a contacté, on lui a donné un rendez-vous. Il arrive à la mission locale, on lui présente tout ce que peut lui proposer la mission locale de Marseille, on fait un diagnostic, donc pourquoi vous avez décroché, on va identifier les freins, on va identifier sa demande. Puis, dans un deuxième temps, on va le faire entrer en accompagnement PACEA, donc parcours d'accompagnement contractualisé vers l'emploi ou l'autonomie, éventuellement sur un contrat engagement jeune, bien évidemment. Il aura son référent unique tout au long de son parcours pour le sécuriser. On établit bien évidemment un lien de confiance tout au long du parcours, la remobilisation, établir un plan de parcours et on met en place les étapes. Travail du projet, formation, accès à l'alternance, à l'emploi. Voilà pour le suivi et le parcours. Alors, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que tout l'enjeu avec ces jeunes décrocheurs scolaires, c'est la remobilisation,
la valorisation de leurs compétences, c'est leur apporter des réponses par un travail très qualitatif. En fait, c'est vraiment un accompagnement cousu main pour ces jeunes décrocheurs, pour les amener à la réussite. Leur dire: «Oui, des solutions existent et oui, tu peux arriver à te qualifier, tu peux arriver à accéder à un emploi». On constate satisfaction donc de la part des jeunes, mais aussi des parents, notamment pour les mineurs. En fait, ils se sentent beaucoup moins esseulés, beaucoup moins désemparés et le témoignage, c'est: «Ah ben, je ne savais pas qu'il y avait tout ça qui était possible et je suis rassurée parce que je sais que mon enfant est pris en charge et que derrière l'école, derrière l'arrêt de sa scolarité, il y a des possibilités». Et c'est ce sentiment d'être pris en compte et en considération par les conseillers, par la mission locale de Marseille et par tous ces dispositifs qui sont mis en place pour les jeunes. Voilà. Merci beaucoup Pascal pour ces Je éléments vous en prie. qui nous aident à mieux comprendre la manière dont la mission locale de Marseille appréhende le sujet du décrochage scolaire. Donc, on a bien compris aussi bien une approche préventive que réparatrice et surtout une logique ou une entrée par le public lui-même. Alors, je vois que Karine Bonrave a levé la main. Nous n'avions pas prévu spécialement un échange direct à la fin de chaque intervention, mais Karine, allez-y et ensuite on donnera la parole à Pierre-Yves Bernard pour poursuivre avec les présentations avant d'ouvrir la discussion, là oui, à partir de 10h, 10h30, 10h35 avec la salle. Allez-y, Karine. Oui, bonjour, excusez-moi. Donc, Karine Bonrave, je suis chargée de mission insertion des jeunes à la DETS du Var. Et j'avais une question technique pour Madame Morganti sur l'obligation de formation, parce que vous avez parlé de difficultés d'identification des jeunes au départ. Et effectivement, c'est le gros problème de ne pas les perdre à leur sortie de l'éducation nationale. J'ai entendu dire que vous échangez des fichiers cryptés avec les partenaires pour pouvoir croiser les données, notamment PJJ et puis les UTS. Est-ce que vous avez des outils spécifiques? Parce que c'est ce que nous demandent les partenaires pour justement, dans le cadre de la RGPD. Pour les échanges de fichiers, nous, alors avec l'éducation nationale ou le conseil départemental ou la PJJ, tout ce qui est UMO, on partage par des liens sécurisés des tableaux. Donc, il faut un code d'accès pour qu'ils puissent se connecter. Et de là, on partage un tableau. Et ça nous permet d'échanger tous les éléments concernant ces jeunes et de pouvoir récupérer tous ces jeunes qu'on dit injoignables malgré les relances, les coups de téléphone, les mails et les courriers. Puisque sur l'obligation de formation, on va jusqu'au courrier. Oui, oui, tout à fait. Voilà. D'accord. Bon, je questionnerai plus sur la façon de faire. Je ne veux pas Merci. les débats, merci. Merci Karine pour cette question technique mais fondamentale. Béatrice Cher sur le chat vous demande, Pascal, combien sortent avec une solution et quelles solutions sont envisageables? Est-ce que vous avez une idée des volumes et surtout du type de parcours? Là, je vous avoue que je ne vous ai pas inondé de chiffres. Quoi qu'il en soit, tout jeune qui se présente à la mission locale a un accompagnement avec soit un PACA, soit un SEJ. Donc, quoi qu'il en soit, ils sont déjà en solution. Et puis après, on va mettre en place le parcours pour l'amener vers la situation, emploi, formation, etc. Le plus compliqué, en fait, c'est ces jeunes qu'on n'arrive pas à capter. Et tout jeune qui se présente en mission locale, quoi qu'il en soit, ressortent avec une solution. Et puis, on constate aussi sur les listes éducation nationale, lors des plateformes de suivi d'appui des décrocheurs, lorsqu'on contacte les jeunes, qu'il y a quand même ce qu'on appelle des faux décrocheurs qui sont déjà en solution. Et souvent, ils sont encore scolaires pour les jeunes en solution sur ces listes-là. Merci Pascal pour ces éléments de réponse. Pierre-Yves Bernard, bonjour, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, tout à fait, je suis avec vous. Bonjour Pierre-Yves, donc vous êtes maître de conférences honoraire en sciences de l'éducation au département sciences de l'éducation de l'Université
de Nantes. Oui. Merci d'avoir accepté cette invitation pour dialoguer avec nous, avec Pascal Morganti, Pascal Rouault de l'INSEE. Pierre-Yves, comment ces éléments, que ce soit les éléments de cadrage présentés par Pascal Rouault de l'INSEE ou que ce soit le témoignage d'acteurs présenté par Pascal Morganti, comment ces éléments résonnent avec vos travaux de recherche? Question assez large, hein, donc vous pouvez la prendre par où vous voulez. Mais en particulier, j'ai vu une question sur le chat qui s'adressait à vous à propos des facteurs ou des déterminants qui permettent de comprendre le décrochage. Il me semble que sur ce plan, vous approchez, enfin, vous mettez en avant l'interaction entre facteurs sociaux et facteurs scolaires, mais aussi vous invitez à analyser le décrochage comme un processus, c'est-à-dire en termes de parcours. Oui, tout à fait. Alors, vous m'aviez sollicité pour parler plutôt de la dimension de l'action publique, des politiques publiques. Donc, j'avais un peu laissé de côté pour aujourd'hui la question des parcours des élèves. En deux mots. Voilà, mais en 2 mots, je pourrais en parler, je peux en parler tout de suite. Ce sont des affaires quand même assez complexes. Alors, je pense que sur la question des facteurs de risque, hein, les facteurs tout court, ce serait considérer quand même que le décrochage est quelque chose qui est pratiquement mécanique ou automatique. Donc, on veut plutôt parler de facteurs de risque. Je pense que Pascal Rouault a bien dit les choses de manière peut-être indirecte, mais enfin, bon, le principal facteur de risque, c'est d'abord le facteur social. Hein. Le décrochage scolaire, c'est un révélateur des inégalités sociales dans notre pays. Je ne dis pas que que les jeunes de milieux populaires décrochent systématiquement, mais enfin, il y a quand même un lien très, très fort entre contexte social et notamment contexte territorial de milieux sociaux défavorisés et risque de décrochage scolaire. On a parlé aussi du genre, hein, donc du sexe. Les garçons décrochent un peu plus souvent que les filles, mais surtout, l'expérience du décrochage est différente selon les garçons et les filles. Et là aussi, je trouve que ce que nous montrait Pascal Rouault tout à l'heure faisait écho à pas mal d'autres travaux, hein, sur les différences d'expérience du décrochage scolaire entre filles et garçons, notamment le fait que le décrochage scolaire aboutit beaucoup moins souvent à l'inactivité pour les garçons et beaucoup plus souvent à l'inactivité pour les filles. Bon. Voilà. Et puis, ce qui fait écho alors en termes d'action publique, c'est ce que présentait l'intervenante de la mission locale de Marseille pour rappeler que les missions locales en France, hein, globalement, sont certainement l'institution de référence, je dirais, pour les jeunes en décrochage scolaire. Quand on les interroge, hein, sur leur parcours, enfin tout au moins pour ceux qui ont déjà décroché, pour ceux qui sont sortis de l'école, la mission locale, c'est je dirais presque le point de passage. Alors pas forcément immédiat, hein, ça peut prendre des années avant d'y passer, mais grosso modo, et je crois que des enquêtes un peu anciennes, hein, l'avaient montré, la quasi-totalité des jeunes en situation de décrochage scolaire vont passer à un moment ou à un autre par la mission locale. Donc ça, c'est très important de le rappeler parce qu'au fond, on est dans un système d'action publique en France qui est largement fondé plutôt sur la réparation, hein, sur qu'est-ce qui se passe après et comment on fait après. Voilà. Puis ce qui faisait écho, évidemment, c'est aussi le petit tableau qui nous était présenté tout à l'heure sur le rapport à l'école et sur le rapport à la formation. Et là, ça fait vraiment écho à ce marre de l'école qu'on avait mis en évidence pour l'enquête MODS 2015. C'est-à-dire, quel que soit le type de motif de décrochage, les jeunes expriment assez majoritairement, enfin très majoritairement même, le sentiment que l'école est inadaptée pour eux. Oui, dans ce sens, vous écrivez dans votre Que sais-je, le Que sais-je que vous avez publié, je pense réédité encore en 2018, si je ne me trompe pas. 19, enfin la dernière 19, réédition. 19. Vous écrivez que les politiques publiques en France qui s'adressent au décrochage
ont tendance à s'orienter davantage sur donc la réparation, vous le dites, mais aussi davantage sur les publics que sur la transformation de la structure de l'institution scolaire. Tout à fait. Bon, voilà, ça c'est le propos que je voulais développer. Allez-y, allez-y. Tout de suite, donc, comme j'ai peu de temps, hein, je vais présenter ce propos en 4 points. Premier point, je vais revenir sur ce dont on parle quand on parle de décrochage scolaire, même si ça a déjà été formulé précédemment, mais je pense qu'en matière d'action publique, la question de la définition, elle est très, très importante. Un deuxième aspect, je reviendrai sur la mise à l'agenda du décrochage scolaire comme problème public. Et je vais plutôt interroger d'ailleurs la notion de mise à l'agenda. Et puis, dans un troisième temps, je ferai une espèce de petit historique hein, sur les formes d'action publique qui sont développées depuis cette mise à l'agenda. Et puis, un quatrième point sera consacré à un bilan rapide. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle de décrochage scolaire ? Je crois qu'il faut évidemment renoncer à considérer le décrochage scolaire comme un phénomène qui pourrait se définir de manière stable et délimitée, notamment dans le cadre des politiques européennes. On s'est aperçu qu'on n'avait pas du tout la même conception du décrochage scolaire selon qu'on était en France, en Angleterre ou en Espagne, par exemple. Et donc, il faut le voir vraiment comme un processus de catégorisation institutionnelle afin d'organiser, d'orienter l'action publique, et donc, en fait, comme quelque chose qui vise à identifier un public problématique. Alors, ça ne veut pas dire que c'est irréel, hein, puisqu'on confond souvent construction institutionnelle et quelque chose d'irréel. Non, c'est tout à fait concret, et ça a été montré tout à l'heure. Le décrochage scolaire est associé à un certain nombre de difficultés très importantes, notamment sur le plan de l'insertion professionnelle, mais pas uniquement. Grosso modo, on peut considérer que cette définition recouvre 2 types de phénomènes. Il y a d'abord un phénomène qui est plutôt liées aux sorties du système éducatif. Donc ça a été rappelé tout à l'heure. Hein, ce sont les sorties du système éducatif avant d'avoir atteint un niveau de formation considéré comme minimal. Aujourd'hui, le bac ou le CAP. Mais bon, c'est une approche qui pose problème. D'abord, l'achèvement des études secondaires ne nous dit pas grand-chose sur ce qu'ont appris réellement les élèves. Et puis, surtout, donc, cette rupture, le fait de partir avant la fin des études secondaires, c'est le résultat d'un processus qui s'inscrit dans des parcours antérieurs, et notamment des parcours scolaires. D'où une deuxième approche qui est plutôt centrée sur le désengagement scolaire. Alors, c'est important de faire cette distinction. Pourquoi ? Parce que alors, les 2 phénomènes sont liés, bien sûr. Hein, ils ne se recouvrent pas complètement, mais ils sont liés. Mais insister sur la première définition, c'est plutôt insister sur ce que l'on va faire après, sur les politiques de réparation. Insister sur la deuxième définition, c'est plutôt insister sur ce qui se passe avant, et donc plutôt raisonner en termes de prévention. Et on peut considérer que jusqu'au début des années 2000, la deuxième approche était relativement absente. Le décrochage scolaire était finalement une espèce de non-événement dans les établissements scolaires. Hein. Moi, quand j'ai commencé mes travaux sur ce sujet-là, eh bien, il y avait très peu d'écho, en tout cas dans l'institution scolaire. Et la politique publique, jusqu'à ce moment-là, j'y reviendrai dans le point suivant, était centrée plutôt sur l'après et notamment sur la question de l'insertion professionnelle. Alors, les choses ont changé à partir des années 2000. On peut dater de 2008, hein, la première formulation de l'expression décrochage scolaire dans un document administratif de l'éducation nationale en France. Donc, voilà, on pourrait partir de cette date-là. Et à partir de cette date-là, effectivement, il y a ce qu'on appelle une mise à l'agenda. Alors, j'ai repris ici, mais très rapidement, parce que le temps passe très vite, les conditions d'une mise à l'agenda. Il y a effectivement des entrepreneurs de cause, et dans ces entrepreneurs de cause, hein, qui vont
promouvoir l'idée qu'il y a un problème du décrochage scolaire, il y a les responsables des politiques de la ville. Et aujourd'hui, donc, cet atelier est vraiment l'occasion justement de souligner combien ces politiques de la ville ont joué un rôle important dans la mise à l'agenda du décrochage scolaire. C'est l'identification d'un problème, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure en réaction, une école relativement inadaptée pour les élèves en difficulté, puis la nécessité d'un travail pédagogique personnalisé, mais aussi de partenariat entre les différents acteurs impliqués. Et puis un contexte favorable. Voilà, là aussi on n'a pas trop le temps, mais enfin il y a à la fois l'Europe, il y a à la fois les questions justement du traitement des violences urbaines, et puis une fenêtre d'opportunité qui s'ouvre en 2008 avec l'arrivée au gouvernement de Martin Hirsch, d'abord sur la question du RSA, et puis ensuite sur les expérimentations sociales. Donc beaucoup d'entre elles vont porter sur le traitement du décrochage scolaire. Alors, le problème n'est pas nouveau, puisque la question justement des difficultés d'insertion était plutôt traitée et d'ailleurs massivement traitée depuis les années 80 par ce qu'on appelle les politiques d'insertion. Les missions locales y jouent un rôle très important avec les dispositifs d'accompagnement et de formation des missions locales, mais aussi avec la décentralisation des régions, etc., les emplois aidés. Et donc, finalement, quelque chose qui est considéré comme d'abord un problème d'emploi ou d'employabilité, alors même que le décrochage scolaire reste finalement sur quoi j'ai beaucoup travaillé, une solution dans le cadre d'une forme scolaire hiérarchisée et sélective, c'est-à-dire qu'au fond, que des élèves quittent l'école, c'est plutôt ce qui permet de préserver une forme de hiérarchie scolaire et de fonction sélective de l'école. Voilà, donc il n'y a pas véritablement une mise à l'agenda d'un nouveau problème, mais plutôt un changement de regard, ce qu'avait bien montré Dominique Glassman en 2004, et qui consiste essentiellement à situer le décrochage scolaire ou les sorties sans qualification comme un problème scolaire. Donc, fenêtre d'opportunité de traitement de cette question apparaît, donc avec plusieurs phases. Une première phase dont j'ai déjà parlé très rapidement, autour d'expérimentation sociale, avec beaucoup d'initiatives locales. Beaucoup d'initiatives locales, pourquoi? Parce que finalement, alors, comment dire, le traitement en matière de remédiation, à la fois par l'importance des missions locales, mais aussi par l'importance des actions de formation au titre des stages de la formation continue, donc qui relèvent des régions. Donc tout cela donne un arrière-plan très décentralisé au traitement politique de la question du décrochage scolaire. Et y compris au sein de l'éducation nationale, puisque les missions générales d'insertion, qui étaient à l'époque chargées d'accueillir les jeunes en situation de décrochage scolaire et de leur trouver des solutions à l'intérieur de l'éducation nationale, ces MGI sont gérés de manière très, très différente d'un rectorat à l'autre en fonction des priorités données par tel ou tel recteur ou en fonction de l'histoire même de cette question-là dans chaque région. Donc, il y a une deuxième phase à partir de 2011 qui va viser à recentraliser, tout au moins du côté de l'éducation nationale, cette question-là, avec la création d'une forme standardisée à la fois de partenariat entre les acteurs et surtout de repérage des publics. C'était la question de tout à l'heure. Comment vous faites pour repérer, pour identifier les publics? Donc, c'est la mise en place de SIEI, le système interministériel d'échange d'informations, et des plateformes de suivi et d'appui aux décrocheurs en 2011. Une troisième phase, mais vous voyez, donc on reste vraiment sur le repérage et donc plutôt sur une logique d'intervention. Une troisième phase va plutôt pointer la faiblesse des logiques de prévention et notamment la faiblesse de la prise en compte de la question du décrochage scolaire à l'intérieur même du système éducatif.
Donc, les MGI deviennent des MLDS, des missions de lutte contre le décrochage scolaire. Et par exemple, voilà, parmi les mesures de prévention, mais voilà, le temps passe, donc il est très difficile de les détailler, vont se mettre en place, par exemple, des groupes de prévention du décrochage scolaire, des GPDS, dont une étude du CEREC, notamment de Dominique Maillard, a montré qu'ils étaient quand même structurés de manière très, très inégale selon les établissements. Ce qui révèle le caractère, comment dire, très inégal de la mise en œuvre de cette mobilisation. Et puis, moi, je dirais qu'il y a une quatrième phase. En effet, à partir de 2017, il y a un indice très, très significatif. Tous les ans de 2009 à 2016, tous les ans, la question du décrochage scolaire apparaît de manière très développée dans toutes les circulaires de rentrée de l'éducation nationale. À partir de 2017, ça disparaît. Ça disparaît, l'expression disparaît, va réapparaître en 2020. Vous voyez pourquoi, hein, ça fait référence à pas mal de questions d'ailleurs du public. À partir de 2020, c'est évidemment la crise sanitaire. Et là, on se repréoccupe du décrochage scolaire, mais plutôt voilà, de manière, je dirais, conjoncturelle et complètement liée à cette crise. Et ce que je trouve très significatif dans cette dernière phase, c'est le fait que voilà, on va donner plus de poids, par exemple, à une nouvelle catégorisation, qui est une catégorisation fortement liée à la question de l'insertion, donc la catégorisation des NEET. Hein, on peut être diplômé et NEET, on peut être décrocheur et ne pas être NEET. NEET, c'est ne pas être dans le système de formation, avoir quitté l'école et ne pas être en emploi. Donc, c'est une nouvelle catégorisation qui est vraiment centrée sur la question de l'insertion. Et on peut d'ailleurs ajouter à ce point l'obligation de formation elle-même, l'obligation de formation qui ne s'applique pas aux jeunes en emploi, hein, à la différence de ce qui avait été mis en place en Angleterre, Pays de Galles plusieurs années auparavant. Et obligation de formation dont le principal responsable, enfin, l'institution qui est en charge de à la fois vérifier et mettre en œuvre cette obligation de formation, ce sont les missions locales, c'est-à-dire finalement une institution qui est en dehors de l'éducation, enfin de l'institution de l'éducation nationale. Voilà, je terminerai donc par quelques mots de bilan. Alors, si on se réfère aux sortants précoces, hein, la notion de sortant précoce, donc les 18-24 ans, peu ou pas diplômés, c'est-à-dire avec simplement au maximum un brevet et hors formation, on voit que depuis le début des années 2000, et notamment à partir de 2009-2010, il y a une baisse significative qui a d'ailleurs amené ce taux de sortants précoces en dessous des 10%, satisfaisant de la sorte la demande réalisée par l'Union européenne au moment du sommet de Lisbonne. Alors, il faut être très prudent hein, sur cette baisse. Elle n'est pas forcément liée aux politiques éducatives. Elle peut être liée aussi au contexte, comment dire, au contexte économique. Ça peut être lié tout simplement à la volonté des familles de voir leurs enfants poursuivre des études jusqu'à leur terme, etc., etc. Donc, il est difficile de démêler l'impact, enfin l'effet de ces politiques et l'effet du contexte économique ou social sur ce résultat. Mais toutefois, on peut considérer que la problématique du décrochage scolaire a produit un certain nombre de résultats, elle a rendu plus visible ce problème-là à l'intérieur même du système éducatif et donc à mobiliser davantage les équipes éducatives, à développer des pratiques de prévention, des expérimentations pédagogiques, des nouveaux dispositifs, mais globalement dans une logique qui reste périphérique, hein, c'est-à-dire dans une logique qui reste à la périphérie du système et sans que, au fond,
l'organisation du système éducatif soit complètement remise en cause dans une logique plus universaliste et plus inclusive. Voilà, je m'arrête là-dessus. J'ai essayé d'être le plus synthétique possible. Évidemment. Merci beaucoup, Pierre-Yves, pour cet effort, puisque c'était effectivement synthétique, mais aussi très clair. C'était une tentative de prendre du recul et de la hauteur par rapport non seulement au travail de terrain, mais aussi au travail d'observation qui est celui de l'INSEE. Je vous propose d'ouvrir plutôt l'échange à l'ensemble de la salle. Alors, j'ai vu que dans le chat, il y a eu quelques précisions à propos des résultats du travail de la mission locale, donc des chiffres complémentaires qui ont été publiés par Stéphanie Ordano. Il n'y a pas pour l'instant de questions précises, mais en revanche, c'est l'occasion de prendre la parole, si vous le souhaitez, pour interroger Pierre-Yves et les deux Pascal. Si je peux me permettre. Bien sûr. C'est à propos de la question qui avait été posée sur le chat sur MODS 2015. On me demandait de faire une présentation synthétique de MODS 2015. Donc, j'explique un peu de quoi il s'agit. C'est une enquête qu'on a réalisée avec d'autres collègues. Donc, il y avait toute une équipe autour de cette enquête sur les motifs de décrochage scolaire. Elle a été réalisée en 2015 et sur plusieurs académies, sur 5 académies, dont l'académie d'Aix-Marseille, dont la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, tout au moins en partie, sauf Nice. Et alors, c'est difficile de faire une synthèse. Il y a quelque chose, moi, que je trouve très significatif dans cette enquête où on demandait à des jeunes repérés dans les SIEI, dans le système justement dont on a parlé tout à l'heure, comme étant en décrochage, on leur a demandé d'expliquer, de dire pourquoi ils avaient arrêté leur formation. Et de manière volontaire, on avait enlevé du questionnaire l'expression décrochage ou décrocheur. On a interrogé 3000 jeunes. Sur les 3000 jeunes, il y en a peut-être 10 au maximum, je ne m'en souviens plus très bien, 10 qui ont utilisé le mot décrochage. Pour la plupart des jeunes, leur problème n'est pas… Comment ils qualifiaient leur situation alors? Ils qualifient surtout en matière alors, de ressources personnelles, c'est-à-dire et de manière très négative. J'ai arrêté parce que j'avais pas les capacités, je n'étais pas motivé, je n'avais pas les dispositions, j'étais mal orienté, etc. Donc il y a aussi tout le rapport à l'institution. Voilà, et puis à partir de là, on a défini des profils pour montrer une certaine hétérogénéité. Cette hétérogénéité, elle est heuristique puisqu'elle nous permet de comprendre que certains jeunes ont plus de probabilité de revenir en formation que d'autres. Voilà, donc selon le type de motif qui traduit d'ailleurs un type de parcours, certains jeunes vont plutôt, comment dire, avoir plus de probabilité d'accéder à l'emploi ou d'accéder à la formation que d'autres. Et en gros, mais en fait, ce n'est pas un résultat original, on retrouve ça dans beaucoup d'études sur les catégorisations institutionnelles de publics cibles de l'action publique. Ce sont les plus défavorisés au sein des défavorisés qui ont, qui sont à la fois les plus éloignés de l'emploi, les plus éloignés de la formation et les plus éloignés aussi de l'accompagnement, qui sont les… voilà, et donc ce qu'on a dit tout à l'heure, ce que la collègue a dit tout à l'heure sur des jeunes qui ont perdu confiance en eux, ça on le mesure, on l'a mesuré très bien, et ce sont ceux qui sont les plus
les plus éloignés aussi du raccrochage en formation, du raccrochage à l'emploi ou du raccrochage à l'accompagnement. Merci Pierrick pour ces précisions concernant l'enquête de 2015. Alors, il y a un petit retour de son, donc je ne sais pas ce qui se passe exactement. Il y a Audrey Synthèse qui lève la main. Oui, oui, tout à fait. Oui, merci Laetitia. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais saluer et remercier les interventions donc, de toutes les personnes qui ont démarré et qui ont poursuivi la matinée. Donc, je suis accompagnée de Marie Giacone, qui est mon adjointe. Nous, on se pose une question. On a effectivement vu tout le parcours et l'accompagnement qui est proposé par différents acteurs. Et on voudrait avoir un partage d'expérience sur tous les jeunes qui ne fréquentent plus on va dire les dispositifs de droit commun, hein, ceux qui ne sont plus sur les listes ou en tout cas qui sont sur les listes mais qui n'ont pas réussi à être contactés ou par les missions locales ou par tous les intervenants. Les NITS, par exemple, parce que cela, c'est compliqué. Donc, on a des dispositifs qui permettent d'aller vers des pics, des PRIC, des bataillons, mais comment ça se passe dans les autres départements pour aller chercher ceux qui sont en pied d'immeuble et qui n'ont plus confiance dans et les missions locales et les autres dispositifs d'accompagnement vers l'emploi ou d'insertion professionnelle. Pascal Morganti, vous voulez peut-être réagir ou partager un témoignage? Alors nous, on travaille beaucoup avec les éducateurs, notamment l'ADAP, par territoire, et on partage donc nos listes de jeunes pour que les éducateurs puissent aller à la rencontre de ces jeunes, si déjà ils les connaissent, et s'ils les connaissent, pouvoir les ramener vers la mission locale ou vers les relais de proximité où les missions locales ont fait des permanences et ça permet aux jeunes qui ne se sentiraient pas d'aller jusqu'à une antenne, de passer par un relais de proximité pour ensuite être orientés vers une antenne. Mais on bosse beaucoup avec des éducateurs de rue, des éducateurs aussi PJJ, quand on est allé au bout du téléphone, du mail, du courrier, également avec le conseil départemental. Pour tout ce qui est ASE, voir si ces jeunes sont connus, notamment pour les mineurs, hein, puisque dans le cadre de l'obligation de formation, normalement, aucun jeune ne doit passer entre les mailles du filet. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe si justement il passe au travers de l'obligation de formation? Alors, il est dit dans les textes que la mission locale fasse un signalement auprès du conseil départemental pour les mineurs obligation de formation. Alors, on n'a pas été jusque-là, hein, jusqu'au signalement. Les autres missions locales non plus. On est beaucoup dans la... On ne cesse en fait d'essayer de contacter ces jeunes, de multiplier les partenaires pour les retrouver, mais on n'est pas allé jusqu'au signalement. Mais en revanche, on travaille étroitement avec le conseil départemental. Y a-t-il dans le public d'autres retours d'expérience sur cette question-là? Je vois qu'il y a d'autres missions locales, celle d'Aubagne par exemple, avec Ivortis, mais pas que, hein, il y a... Alors tout le monde ne s'est pas renommé. Oui, Barbara Sombré, bonjour. Oui, bonjour. Pardon, je bouge un peu la caméra. Barbara Sombré, je suis conseillère à la mission locale de Toulon et référente sur l'obligation de formation et le décrochage scolaire des mineurs et majeurs. Je voulais rejoindre ma collègue de Marseille. On travaille de la même manière, hein, c'est-à-dire qu'on travaille en lien avec les éducateurs, avec les partenaires, avec les associations, le conseil départemental. Alors, je pense que dans d'autres missions locales également, nous, on a un adulte relais sur la mission locale de Toulon qui intervient dans les quartiers et effectivement, on peut le solliciter pour qu'il aille rencontrer les familles. Voilà. Après, c'est vrai que aucun jeune ne doit passer entre les mailles du filet, on s'y évertue.
c'est des relances et c'est de la négociation et c'est du rappel. Pour autant, je pense qu'on est tous un peu d'accord pour dire qu'à 16 ans, on a le droit aussi, à un moment donné, de ne pas être dans quelque chose et de se laisser un temps de réflexion aussi. Le principal étant que le jeune sache qu'il y a un endroit ressource, ou il y a des endroits ressources, il y a des personnes ressources, et qu'à un moment donné, il pourra les solliciter quand ça sera le moment. Voilà. J'ai terminé. Merci. Merci Barbara. Il y a également la mission locale du Pays d'Aix avec nous, d'Avignon et d'Aubagne, si vous voulez apporter des compléments. Et aussi, au-delà des acteurs de l'assertion, parmi les participants, on a aussi des acteurs de l'éducation nationale et aussi des acteurs associatifs qui ont peut-être aussi des retours d'expérience et des partages. Voilà, la question d'Audrey Synthèse est assez ouverte à tout type d'acteurs. Donc, voilà, si vous avez des partages, n'hésitez pas. Alors, peut-être je profite d'une question que j'aurais pour Pierre-Yves Bernard. Donc, dans vos propos, j'ai compris que, en tout cas, une des spécificités françaises, c'était d'apporter, de concentrer aussi beaucoup d'efforts un peu en aval, même s'il y avait aussi une prise en compte de plus en plus en amont du problème. Et vous avez aussi évoqué au début de votre intervention des comparaisons internationales et notamment européennes. Est-ce que vous auriez d'autres exemples, d'autres pays qui apporteraient une réponse différente et peut-être qui pourraient être inspirants pour la France? Alors, la première différence sur le plan international, c'est sur la conception même du problème, sur la définition même du problème. J'ai cité l'Angleterre, Pays de Galles tout à l'heure. À l'époque où ils étaient encore dans l'Union européenne, ils participaient assez peu en fait à tous les travaux sur la question du décrochage scolaire, parce que pour eux, c'était très difficile de définir les choses de cette manière-là, dans un système éducatif où la diplomation est beaucoup plus complexe qu'en France ou en Allemagne, par exemple, où il n'y a pas un titre standard qui permet de définir la fin d'études secondaires. Alors d'abord, et puis ils ont obtenu en fait la définition même du seuil minimal pour les sortants précoces a varié d'un pays à un autre. Ils ont obtenu une définition assez différente de celle des autres pays. J'avais cité aussi le cas de l'Espagne, où le taux de décrochage scolaire est très élevé, mais il est assez apparent, parce qu'en fait, il y a pas mal de certifications professionnelles en Espagne qui ne sont pas comptées comme finalisant une formation secondaire. Vous voyez, donc, alors, ça, c'est sur la définition du problème. Après, en termes de différence de résultats, je pense qu'on peut le dire comme ça, on peut considérer que les pays qui réussissent le mieux à garder leurs élèves jusqu'à la fin des études secondaires sont ceux qui ont un système éducatif plus inclusif, plus accueillant par rapport aux différences des élèves. Et ce n'est pas pour autant qu'ils ont un système éducatif plus performant en termes d'acquisition et d'apprentissage. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est pas, les deux ne sont pas forcément liés. La Finlande n'a pas un résultat en termes de décrochage scolaire spécialement meilleur que les autres pays. Vous voyez, donc les taux de décrochage scolaire les plus faibles, c'est plutôt dans les pays d'Europe de l'Est, en Pologne, en Slovénie, en République tchèque. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à vos questions. Et la question du décrochage scolaire, c'est d'abord une question qui a été posée en Amérique du Nord, aux États-Unis et puis au Canada. C'est vraiment une problématique
à l'origine historiquement nord-américaine. Merci. Oui, ça répond. En tout cas, c'est vrai qu'on pouvait imaginer les pays nordiques, mais c'est intéressant d'entendre que finalement les pays d'Europe de l'Est peuvent être aussi intéressants. Est-ce que il y a d'autres questions ou, Laetitia, peut-être moi j'aurais voulu faire un commentaire, c'est que ce soit Pierre-Yves ou Pascal Rouault dans son exposé, vous montrez que malgré tout, la tendance structurelle est celle à la diminution, à la décroissance du nombre de sorties précoces du système éducatif. Donc, il y a, Pierre-Yves, vous soulignez un paradoxe avec d'une part cette diminution tendancielle et de l'autre une visibilité accrue en matière d'action publique des dispositifs de prévention et de rémédiation. Donc voilà, comment comprendre ce paradoxe? Bah, je pense qu'on peut l'analyser justement de la manière suivante. Plus le phénomène se réduit, plus il devient problématique pour ceux qui sont concernés. C'est-à-dire à l'époque où il y avait, au début des années 80, il y avait 40% des sortants du système éducatif qui sortaient sans diplôme. Bon, voilà, ça aurait été difficile de considérer que c'était un problème public, vous voyez, pour 40% de la jeunesse, quoi. À partir du moment où voilà, ça concerne alors en matière de sortants, donc c'est le chiffre de Pascal tout à l'heure, à peu près 14%, enfin 12 ou 14%, enfin je crois que les dernières enquêtes emploi, c'est plutôt aux alentours de 12% des sortants. Et compte tenu des reprises de formation, etc., on se retrouve avec grosso modo 9% de sortants précoces sur la tranche d'âge 18-24 ans. Et évidemment, là, pour ces publics-là, et ça a bien été souligné, c'est très problématique, ils sont très fortement stigmatisés sur le marché de l'emploi, sur le marché du travail, mais souvent, ils ont aussi d'autres types de problématiques. Donc, voilà, donc plus le phénomène se réduit, plus il traduit un problème important. Alors, ce que je voudrais ajouter quand même, c'est plus il se réduit aussi, plus les difficultés d'insertion se développent à d'autres niveaux. Par exemple, les sortants au niveau CAP, aujourd'hui, je parle sous le contrôle de Pascal, mais connaissent des difficultés d'insertion qui se rapprochent des sortants sans diplôme. Donc le problème se pose, se déporte. Oui. Ce qui tendrait à montrer que c'est plutôt un problème de signal et de file d'attente, quoi. Comme disent les économistes, c'est-à-dire que c'est plus… Enfin, le marché de l'emploi, alors pourtant qui est assez dynamique là aujourd'hui pour les jeunes, il va d'abord profiter aux diplômés et voilà, avec une hiérarchie quand même assez marquée en fonction du niveau de diplôme et voilà, et puis des expériences qu'on a pu obtenir grâce à sa formation. Enfin, je laisserai peut-être davantage Pascal parler sur ces questions-là. Non, mais je pense, très bien résumé, donc je n'ai pas grand-chose à ajouter. Bien. Est-ce que dans le public, il y a d'autres réactions, des retours d'expérience, des interrogations? Et si ce n'est pas le cas, Pascal Morganti, Pascal Rouault, Pierre-Yves, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose avant que l'on se quitte? Non, merci, c'était très intéressant. Merci beaucoup, en tout cas, pour l'invitation. Excusez-moi. Oui. Bonjour, Marie-Pierre Thiec, ville d'Aix-en-Provence. Bonjour, Marie-Pierre. Je ne l'ai pas entendu, alors peut-être que je l'ai pas entendu. L'éducation nationale, à un moment donné, est-ce qu'il y a moyen qu'elle s'interroge sur, alors peut-être pas une refonte de son système, mais en tout cas une prise en compte de ces particularités qu'ont certains gamins à suivre un système très formaté et à un moment donné, quels sont, elles, les moyens qu'elle met en place? Parce que pour le coup,
sans dire que c'est elle qui génère ces difficultés. C'est un acteur au même titre que la mission locale, au même titre que les associations qui prennent en charge ces décrocheurs. Et pour le coup, on les voit peu autour de la table. Et la responsabilité en vient à des associations qui travaillent dans le champ du décrochage et qui sont amenées à trouver des stages pour ces gamins, pour leur faire découvrir des formations, des métiers. Donc à un moment donné, oui, enfin voilà, la batterie d'outils, mission locale et diverses, on les connaît, mais à un moment donné, l'éducation nationale, quand est-ce qu'on va pouvoir travailler avec elle, quand c'est qu'elle va se remettre un petit peu en question. Voilà, c'était ma remarque. Merci Marie-Pierre. Béatrice, vous avez levé la main, on vous écoute. Oui, bonjour, Béatrice Cher. Voilà, très jeune retraitée, mais ayant travaillé sur la mission de lutte contre le décrochage scolaire en coordination académique de Nice, je me permets d'intervenir et de vous assurer que l'Éducation nationale se préoccupe au plus haut point de ce phénomène de décrochage scolaire. Alors, comme on l'a eu, donc la mission de lutte contre le décrochage scolaire, ce sont effectivement des personnes qui sont des experts dans cette mission, qui sont là en appui justement pour les équipes pédagogiques et qui prennent aussi en charge des élèves avant justement leur sortie du système scolaire. Donc, ça limite pas mal le décrochage scolaire. L'éducation nationale est aussi présente, et je pense que les missions locales pourront le confirmer, dans l'obligation de formation 16-18. On participe et on travaille avec eux sur cette obligation de formation 16-18. Mes collègues sont présents à pas mal de réunions, sont présentes même à toutes les réunions. Voilà, et pour, si vous voulez, sensibiliser aussi les équipes pédagogiques qui sont déjà sensibilisées, puisque beaucoup d'inspecteurs mettent dans leur formation ce volet, donc raccrocher le décrochage scolaire avec les disciplines. Donc, il y a toujours un volet, si vous voulez, enfin toujours, j'exagère peut-être un peu, mais très souvent, le volet décrochage est rattaché à la formation disciplinaire des enseignants. Ça se complète, cette formation et cette sensibilisation, par justement une certification qui vient d'être, qui est mise en place depuis 3-4 ans, qui s'appelle la certification de professionnalisation en matière de lutte contre le décrochage scolaire. Et dernière intervention, actuellement, nous travaillons plus sur la prévention et même plus sur la persévérance scolaire que la lutte contre le décrochage scolaire. C'est-à-dire que l'on travaille beaucoup plus en amont que, effectivement, quand le décrochage est avéré. Voilà ce que je peux dire. Donc, si effectivement il y a des informations à demander, etc., sur, je pense, tous les sites des académies, il y a il y a des contacts sur la mission de lutte contre le décrochage scolaire, et toutes les personnes qui travaillent sur la MLDS, la mission de lutte contre le décrochage scolaire, sont prêtes à répondre, à participer à toutes ces actions que l'on peut mettre en place pour justement lutter contre ces jeunes fragiles et qui sont un petit peu perdus. Voilà ce que je voulais répondre. Merci Béatrice pour ce complément à propos des MLDS. Parmi le public, il y a également Laurence Guillem qui fait partie d'une MLDS. Je ne sais pas si elle souhaite compléter ses propos ou pas, bien entendu. Et à défaut, est-ce que le retour de Béatrice suscite des réactions, que ce soit parmi nos intervenants, Marie-Pierre Thiec qui avait interrogé justement l'engagement, la manière d'intervenir de l'éducation nationale. Je vais prendre la parole. Oui, Pascal Morganti.
Oui, effectivement, la mission locale travaille de concert avec les MLDS. Pour la mission locale de Marseille, on a un système d'échange de fiches de liaison et ça nous permet également d'échanger sur des situations de jeunes qui sont sur le point de décrocher et travailler en amont, voir ce qu'il est possible de faire du côté de la MLDS ou bien de la mission locale. Donc effectivement, il y a un travail de concert entre les deux structures. Comme avec l'éducation nationale et les CIO, et d'ailleurs lors des PSAD, hein, puisque les CIO et les MLDS sont présents lors des plateformes de suivi et d'appui des décrocheurs. Bien, merci Pascal. Béatrice, vous avez levé la main à nouveau? Oui, alors je voulais simplement préciser aussi que justement le 20 mai, pour les personnes qui sont très proches de Nice, etc., si vous le voulez, je pourrais vous envoyer une invitation puisqu'il y a un gros séminaire de clôture sur ce que nous avons fait comme travail sur la prévention et la lutte contre le décrochage scolaire en partenariat avec nos collègues italiens du Val d'Aoste. Et donc, le 20 mai, ça sera le séminaire de clôture. Et donc, si vous le voulez, vous pouvez tout à fait contacter le service de la MLDS. Donc, comment dirais-je, l'adresse mail est très facile à retenir. Je pourrais aussi vous la mettre dans le chat. C'est mlds@ac-nice.fr et vous leur demandez qu'on vous envoie le lien pour participer à cette journée de clôture donc, qui se déroulera le 20 mai au stade de l'Alliance à Nice. Voilà, j'en profite pour saluer M. Bernard qui participera aussi en tant qu'expert à cette grosse journée de séminaire. Voilà. Et vous verrez qu'effectivement, l'éducation nationale a vraiment cette préoccupation en premier, quoi, hein. Elle se préoccupe vraiment de ça. Voilà. Merci pour cette information, Béatrice. Pierre-Yves, vous voulez réagir? Non, je voulais saluer Béatrice simplement. Ravi de l'avoir aujourd'hui. Voilà. Eh bien, alors Laurence Guillem nous dit que malheureusement, elle n'a pas de micro, mais qu'elle est tout à fait d'accord avec le propos tenu par Béatrice Cher à propos de la manière dont l'éducation nationale s'intéresse au sujet. Et puis, Baptiste Laventure nous dit dans le chat que la question du décrochage rejoint la question du modèle de justice qui prévaut dans l'école. Et il nous propose une référence bibliographique, F. Dubé, Inégalité scolaire, structure, processus et modèle de justice. Merci Baptiste. Le prochain temps de ce cycle de webconférences sur le volet observation des contrats de ville aura lieu, comme le rappelait Benjamin Sakorovitch en début de séance, la semaine prochaine, le 5 mai. Et le sujet qui nous occupera le 5 mai, ce seront donc les mobilités résidentielles dans les quartiers prioritaires autour d'une publication récente de 2021 de l'INSEPACA qui m'a montré que ceux qui s'installent dans les quartiers politiques de la ville sont plus pauvres que ceux qui partent, pour ne retenir qu'une des idées clés, bien entendu, puisque vous l'avez vu aujourd'hui pour le décrochage, leurs travaux sont bien plus riches et auraient du mal à se résumer en une seule phrase. Merci à vous tous et toutes. Et puis, comme le disait Laetitia, vous aurez accès dans les jours qui suivent aux replays et aux diapos respectifs qui ont servi d'appui lors de nos échanges aujourd'hui. Merci encore à vous et puis bonne journée. Merci, bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.